J'inviterai Madame Léa Capillari. Capillari? On dit que... Hein? Capla. Bon. Je suis loin. Léa est titulaire d'un diplôme d'ingénieur agronome spécialisé en sciences animales d'AgroParisTech en France. Léa a été chargée de projet chez Ajinomoto, Animal Nutrition en Europe. Aujourd'hui, c'est Metex, sur des sujets de recherche et de développement portant sur les enjeux nutritionnels et environnementaux de la baisse de teneur en protéines alimentaires chez le porc et le poulet. Elle est aujourd'hui en 3e année de doctorat à l'Université Laval et ses travaux portent sur l'évaluation environnementale des stratégies de baisse de protéines dans l'alimentation du porc. Léa va nous parler des stratégies alimentaires pour réduire des GES en production porcine. Je te laisse le micro. Oui. Merci beaucoup. Merci. Donc, on va passer sur le prochain volet de l'UV de réduction, donc les stratégies alimentaires. Donc, comme Sébastien vous a présenté tout à l'heure, les sources principales de GES chez le porc, c'est en premier lieu la production d'aliments, avec plus de la moitié de l'impact changement climatique, et puis ensuite un tiers qui est lié aux émissions de lisier et au méthane entérique. Également, si on regarde parmi les stades de production, il y a 70% de l'impact d'un kilo de porc qui sort, qui est en fait lié à la partie engraissement de la production, contre seulement 20% chez le naisseur et 10% en pouponnière. Donc finalement, ça nous permet de cibler les aspects à cibler pour réduire efficacement les émissions de GES. Donc l'engraissement surtout, et puis donc notre impact de l'aliment et nos émissions des effluents. L'intérêt des stratégies alimentaires, c'est qu'on va pouvoir aller jouer sur tous les différents compartiments qui sont sources de GES. Donc on peut aller réduire la quantité d'aliments ingérés, donc améliorer l'efficacité de nos animaux et donc au final réduire la part de l'impact de l'aliment dans l'impact total du porc. On peut aussi aller modifier la composition de nos effluents et donc réduire les émissions qui en ressortent. Et puis, on peut aussi changer les ingrédients qu'on utilise dans notre production d'aliments et donc aller réduire les impacts qui sont liés à cette production. Donc, ces trois aspects, ça va être le plan que je vais suivre dans la présentation. Donc, en premier lieu, pour l'amélioration de l'indice, on va avoir différents leviers plus ou moins liés aux stratégies alimentaires pour améliorer l'indice de nos animaux. En premier lieu, le progrès génétique, qui quand même a fait beaucoup de travail sur ce point-là dans les dernières dizaines d'années. On a aussi des aspects de conduite d'élevage plutôt. Par exemple, un effet du poids d'abattage des animaux avec une efficacité qui diminue avec l'âge. Et donc, par exemple, il y a une étude belge en 2019 qui a été quantifiée que de passer d'un poids d'abattage à 110 kg à 140 kg, et bon, on a augmenté de 5% l'impact changement climatique d'un kilo de porc. Ensuite, donc, si on passe plus précisément à l'aspect de l'alimentation, on va avoir sur la conduite d'élevage aussi une baisse du gaspillage, parce que l'efficacité alimentaire, ce n'est pas uniquement ce que l'animal ingère, mais c'est en fait tout ce qu'on distribue. Donc les effets du mode de distribution qui vont pouvoir augmenter l'alimentation qui est réellement utilisée par les animaux. Et puis après, des aspects vraiment nutritionnels, donc notamment pour mieux valoriser l'aliment, une amélioration de la digestibilité, qui peut passer par une diminution de la granulométrie des aliments distribués, qui rend donc les nutriments plus disponibles pour l'animal. La granulation qui va aussi modifier la disponibilité des nutriments pour les animaux, donc avec les granulés qui ont de l'énergie plus disponible. Et puis ensuite, toute l'utilisation d'enzymes pour justement améliorer la valeur nutritionnelle de différents ingrédients, que ce soit donc les enzymes comme la xylanase ou d'autres dégradeurs de fibres, des protéases, etc. Et puis, tous les additifs alimentaires divers qu'on peut vous suggérer qui ont démontré une amélioration de l'indice. Globalement, on va pouvoir aller, du coup, baisser l'impact environnemental si ça marche bien. Par contre, il faut rester réaliste qu'aujourd'hui, l'indice de consommation de nos porcs est déjà très optimisé. Donc, la marge de progrès reste assez faible, où on peut avoir des fortes contraintes logistiques.
Par exemple, je pense que si aujourd'hui on suggère de repasser tous les porcs en poids d'abattage en 100 kg, je ne suis pas sûr que la filière va suivre. Donc, si on passe au deuxième levier d'action, la réduction de l'excrétion et donc des émissions qui y sont liées, le but ici, ça va être de fournir un aliment le plus proche possible des besoins des animaux pour donc limiter les excès qui finissent dans le lisier. Donc, on va avoir différentes façons d'atteindre ce but. Donc, sur la partie azote, on va avoir la baisse de la teneur en protéines avec supplémentation d'acides aminés, donc qui va aller couvrir spécifiquement les besoins d'acides aminés des animaux et plus un besoin indiscriminé en protéines. Et on peut aussi mieux suivre les besoins des animaux au cours du temps. Donc, ça va être l'augmentation du nombre de phases. Et puis, on peut aussi mieux alimenter chaque porc individuellement. C'est l'alimentation de précision. Donc, ici, le but, ça va être au final de réduire l'excrétion azotée pour diminuer le substrat qui est disponible pour les émissions azotées, donc l'ammoniac et puis le N2O. En termes de quantification, qu'est-ce que ça donne? D'abord, sur la baisse de la teneur en protéines, c'est une stratégie qui est déjà utilisée depuis très longtemps, surtout en Europe, et donc qui est bien documentée. Et globalement, on considère qu'un point de baisse de la teneur en protéines, c'est 8% de baisse de l'azote excrété. Et puis, dans les essais que j'ai pu faire dans ma thèse, on a retrouvé ces valeurs en contexte canadien également, donc avec une baisse de l'azote excrété et puis des émissions qui se sont associées, qui est vraiment qui est efficace en contexte canadien aussi. Par contre, je fais une petite incursion dans la dernière partie. Attention au mode de formulation, aux matières premières choisies, parce que là, par exemple, dans cet essai-là, on avait été formuler nos baisses de protéines en augmentant l'inclusion de maïs et en baissant celle de soja. Et au final, ce qu'on regarde, si on regarde l'impact changement climatique de nos aliments, et bien en fait, quand on baisse la protéine, on augmente très bien l'impact de nos aliments, et au final, donc, la stratégie est plus forcément intéressante. L'augmentation du nombre de phases, donc deuxième moyen de baisser l'excrétion azotée. Donc l'idée ici, ça va être de mieux coller l'évolution temporelle du besoin de nos animaux. Par contre, c'est va être compliqué de continuer à optimiser parce qu'en engraissement au Québec, on a déjà au moins 5 phases. Et donc, par exemple, comme on voit sur cette étude qui a été quantifiée, les rejets azotés des porcs selon un passage de 2 à 10 phases, voire 111 phases, qui est en fait la limite qui passe aux multiphases avec une alimentation de précision en groupe. Les gains en termes d'excrétion azotée se font surtout sur les premières augmentations de phase, et puis globalement, à la marge, quand on passe de 5 à 6 à 7 phases, on ne réduit plus beaucoup l'excrétion azotée de nos porcs. Et donc, dernier levier pour aller réduire notre excrétion azotée, ça va être de passer à l'alimentation de précision, qui donc consiste à utiliser 2 aliments, un plus riche et un plus pauvre en nutriments, qu'on va mélanger en différentes proportions pour coller à un besoin précis nutritionnel d'un groupe ou d'un individu, donc avec un aliment qui change à chaque jour. Donc, par exemple, en engraissement, on va plutôt parler d'alimentation de précision en groupe, qui est quand même plus abordable. Donc là, ça va être de changer d'aliment chaque jour, mais on continue à nourrir tous les porcs de la même manière. Donc ici, c'est la deuxième ligne du tableau. Et donc, on quantifie une baisse de 10 à 13% des rejets azotés avec cette stratégie-là. Si on passe à de l'individuel, on peut même baisser de 30% les rejets azotés. Par contre, attention, dans les papiers qui ont été quantifiés ça, ils comparent à une alimentation en 3 phases. Donc, on part de plus loin que ce qui est fait actuellement au Québec. Et puis, en truie, soit en lactation ou en gestation également, le passage à alimentation de précision peut baisser les rejets azotés de 11% en gestation et puis 20% en lactation. Donc quand même des gros gains qui peuvent être faits sur l'aspect des émissions azotées. Mais dans les aspects émissions des effluents, il ne faut pas oublier le méthane, parce que c'est quand même la majeure partie des gaz à effet de serre qui sont émis par nos effluents, et puis en plus avec la petite partie de méthane entérique qui existe quand même. Et là, sur le plan de l'alimentation, la production de méthane va surtout dépendre du contenu en fibres,
des aliments, donc avec surtout les fibres fermentescibles qui vont jouer pour la méthane entérique, et puis la matière organique du lisier en général qui va aller influer sur les émissions de méthane du lisier. Et donc là, ça va être l'idée, c'est de formuler en limitant les fibres alimentaires ou d'utiliser justement des additifs ou des enzymes pour améliorer la digestibilité. Par contre, c'est toujours pareil. Aujourd'hui, au Québec, il n'y a pas 10% de fibres dans les aliments porcs, donc la marge de progression est aussi faible. Et donc maintenant, si on passe à la dernière partie, donc réduction de l'impact de l'aliment en lui-même. Aujourd'hui, c'est quoi les différentes contributions des maillons de la production d'aliments au Canada ou à peu près au Québec, on va dire. En moyenne, aujourd'hui, une tonne d'aliments porcs au Canada, donc en porc engraissement, c'est en moyenne 550 kg de CO2 équivalent. Dans cette production-là, il y a seulement 1% qui est lié à la transformation en usine d'aliments, donc moudre les grains et faire la granulation, etc. Donc globalement, ce n'est pas ça qui va aller nous faire améliorer notre impact. Sur la partie transport, ça va beaucoup dépendre quand même des contextes étudiés, mais environ on a 5% de l'impact de l'aliment qui est lié au transport, parce que finalement, ramener à la tonne, ce n'est pas un impact si élevé. 100 km de transport par camion, c'est 9 kg d'équivalent CO2 pour une tonne d'aliments. 1000 km par bateau, c'est seulement 10 kg. Donc globalement, ce qui va surtout nous intéresser, c'est l'impact de la production des matières premières, donc ce qui se passe au champ. Donc, un premier levier pour aller réduire l'impact de nos aliments, c'est d'aller choisir des matières premières moins émettrices. Et puis là, quand on commence à regarder dans les bases de données, qu'est-ce que je peux prendre qui a un faible impact, la première chose qui est intéressante, c'est d'aller chercher dans les coproduits. Pourquoi ? Parce que quand on calcule le bilan d'une matière première d'un produit, s'il y a plusieurs produits, il va falloir séparer l'impact entre les différents produits. Là-dedans, il existe différentes méthodes d'allocation qui n'ont pas forcément un consensus aujourd'hui. Et donc les trois principales, on va avoir l'allocation biophysique, où là on considère que selon le ratio de masse entre les différents produits, ou d'énergie ou de protéines, on met une partie sur le produit A et une partie sur le produit B. La deuxième méthode, c'est d'utiliser ce qu'on appelle une allocation économique, c'est-à-dire qu'on va utiliser le ratio de prix entre les produits. Donc ça me permet notamment d'évaluer c'est quoi le produit qui drive la production, qui est le plus intéressant. Et donc si on a un produit qui a beaucoup plus faible valeur économique, finalement, il va prendre moins d'impact environnemental de la production globale. Et puis le dernier aspect qui nous intéresse vachement, c'est de considérer que notre coproduit, en fait, c'est un déchet. Et à ce moment-là, dans les méthodologies, il a zéro impact, parce que tout l'impact part sur le produit principal. Et donc, par exemple, en termes de valeur, qu'est-ce que ça peut donner sur une drèche associée du coup à la production bioéthanol ? Si on fait une allocation biophysique, on est sur plus d'une tonne de CO2 par tonne de drèche. Si on est sur une allocation économique, on divise par 2. Et puis si on considère que c'est un déchet, on est à 0. Donc sur l'impact de notre aliment, ça va jouer beaucoup. Et aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de consensus pour savoir où est-ce qu'on se place. En production animale, on est plutôt sur une allocation économique parce qu'on considère ce qui est le moins biaisé. Et par contre, il y a quand même des produits aujourd'hui qu'on arrive à considérer comme déchets sans trop de discussion. Donc ça va être les résidus alimentaires, les farines de biscuiterie, les drèches de microbrasserie, etc. Donc ça va être des ingrédients qui vont être très intéressants à inclure dans les rations, et toujours en faisant attention, par contre, est-ce que ça va avoir un impact sur mes performances de mes animaux, qui du coup pourraient dégrader mon bilan dans l'autre sens. Et puis donc, par exemple, sur le cas des drèches, pourquoi on reste sur un impact très élevé ? Parce que globalement, le processus de transformation, de production d'éthanol est très énergivore, et donc même en mettant la majorité de l'impact sur le bioéthanol, on reste avec un impact des drèches de distillerie qui est plus élevé que le maïs de base. Quand on cherche des matières premières moins émettrices, on peut aussi aller regarder l'effet de l'origine des matières premières.
Parce que selon le contexte de production, comme climatique, le rendement, les pratiques culturales, on va avoir différents impacts de la production. Donc, par exemple, si on prend le maïs, donc là dans les valeurs de la base de données GFLI, on voit que le maïs québécois, on est à 423 kg de CO2 par tonne de maïs. Si on part sur un maïs du Midwest américain, on est à 365 kg, et puis Ouest canadien, 370 kg. Donc globalement, le maïs québécois, il n'est pas très avantagé. Et notamment, par exemple, si on fait une simulation au lieu d'utiliser des céréales québécoises, de passer sur des maïs des céréales de l'Ouest canadien dans nos formules d'engraissement, même avec l'augmentation du transport, eh ben on baisse de 5% l'impact de l'aliment. Par contre, ce n'est pas forcément réaliste ou souhaitable de changer toutes les origines des matières premières utilisées, que ce soit en termes de disponibilité, de prix, de dépendance aux importations, et puis de valorisation des ressources locales quand même. Donc qu'est-ce qui nous reste comme levier quand on s'est dit ça? C'est finalement, il va falloir aller travailler avec la filière de production végétale pour améliorer l'impact des cultures locales. Et du coup, là, d'essayer soit de mettre en place des bonnes pratiques, augmentation de la couverture des sols, fertilisation raisonnée, etc. Il y a quand même beaucoup de choses qui ont été déjà citées aujourd'hui, ou également de changer les systèmes de culture, choisir des cultures à plus faible impact, plus adaptées au contexte de production, diversifier les rotations. Et à ce moment-là, on va avoir des disponibilités de nouvelles matières premières qu'il va aussi falloir être capable de caractériser, valoriser et savoir utiliser. Et puis, donc, c'est comme pour tout, il n'y a pas de solution miracle. Et je pense que les gens qui font un peu de production végétale savent aussi. Globalement, la marge de production peut aussi être très faible pour les filières qui ont déjà fait beaucoup d'efforts. Donc, en conclusion, on a vu les valeurs un peu en début d'après-midi. L'élevage québécois est quand même déjà très performant environnementalement et puis beaucoup d'efforts ont déjà été faits. Qu'est-ce qui reste comme levier d'action sur la partie alimentation animale? Donc, on a vu les leviers d'action, c'est améliorer l'indice, réduire les émissions des effluents et puis réduire l'impact de l'aliment. Mais il y a quand même beaucoup de verrous qui existent sur les différents aspects. L'indice, il nous reste quand même peu de marge d'amélioration. Sur les émissions, on a vu qu'on a quand même pas mal de leviers pour réduire notre excrétion azotée et les émissions qui y sont associées. Pour le méthane, on a moins de marge de progression. Et puis sur l'impact de l'aliment, on a un gros problème de disponibilité des matières premières alternatives et de connaissance également de leurs impacts et de leurs valeurs nutritionnelles. Et puis également, il faut faire attention aux trade-offs entre ces différents leviers. Par exemple, avec l'utilisation de matières premières alternatives à plus faible impact, qui pourraient dégrader l'indice et puis augmenter les émissions d'azote azoté et de méthane. Et puis inversement, si on cherche à améliorer l'indice en utilisant des ingrédients à meilleure valeur nutritionnelle, mais aussi à plus fort impact, finalement, ça n'a pas forcément d'intérêt. Et donc, globalement, on va se retrouver dans une situation où il va falloir trouver des compromis. Et puis, à ce moment-là, en fait, c'est là que ça vient s'inscrire la nécessité de faire son bilan environnemental, d'aller faire une analyse de cycle de vie des stratégies qu'on envisage dans le contexte de production donnée pour évaluer justement les bénéfices-risques entre les différents aspects, les effets sur les performances des animaux, sur les émissions, sur l'impact de l'aliment, et pour vraiment savoir si la stratégie qu'on envisage va être positive ou pas pour le bilan de notre production. Merci de votre attention.